Bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie Huntington. Je suis Thomas, ma famille est touchée depuis plusieurs générations par la maladie de Huntington. J'ai été l'aidant pendant plus de 10 ans au quotidien de mon père. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnel du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec la maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast est soutenu par l'association Huntington France. Présente sur tout le territoire, elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades, leurs familles, dans toutes les étapes de la maladie. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Léa, bienvenue Salut sur Huntington Thomas. Podcast. Merci. Aujourd'hui, on va parler de toi. Est-ce que déjà tu peux, pour rentrer dans le vif du sujet, tout de suite nous expliquer comment la maladie de Huntington elle est arrivée dans ta vie? Oui, alors c'était en 2017. Mon père a été diagnostiqué, il avait 61 ans. C'est ma belle-mère du coup qui l'a emmené voir un neurologue parce que mes parents sont divorcés depuis que j'ai 9 ans et moi je vivais plus avec lui. Donc c'est voilà, sa dernière femme qui s'est rendu compte qu'il avait des mouvements incontrôlés des bras, surtout à cause de ça. Donc elle l'a emmené voir quelqu'un et il a été rapidement diagnostiqué parce que quand même il avait un peu des troubles de la mémoire et tout ça. Et donc elle m'appelle en me disant Bonjour Léa, ton papa a une maladie, je veux pas te dire le nom. La neurologue t'appelle comme ça? Non, ma belle-mère. Non, Ah, ma ta belle-mère belle-mère, d'accord, m'appelle j'avais pas compris. en me disant voilà, ton papa est malade, on aura vraiment le nom posé dans quelques mois, mais pour l'instant, je veux juste te prévenir que c'est sûrement une maladie héréditaire. Ok, donc elle me balance ça, j'ai 20 ans. J'ai dit, bah ok, super. Et tu faisais quoi, toi, à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens de... Parce que c'est Quand quand elle même m'a pas appelé. anodin comme nouvelle. Alors, je me souviens pas de cet appel en particulier. Par contre, je me souviens quand on m'a dit que oui, c'était bien la maladie de Huntington, que c'était héréditaire et que j'avais une chance sur deux de l'avoir. Pareil, c'est ma belle-mère qui me l'a dit, au téléphone. Du coup, j'étais chez mon copain avec qui j'étais en couple depuis quelques mois. Je mets le haut-parleur, il entend tout. J'étais un peu choquée. Surtout que moi, j'avais quasiment plus de contact avec mon père, ce qui me faisait peur et je voulais plus le voir, tout simplement. Et donc, quand t'as 20 ans, qu'on t'appelle et qu'on te dit, bon bah, vu que t'es fille unique, t'es obligée alimentaire, tu vas devoir t'occuper de ton papa et tout, tu devras être sa curatrice. J'ai dit, mais non, en fait, moi, je fuis loin de lui, je veux pas m'occuper de lui, c'est mort. Donc, on raccroche et mon chéri me dit, écoute, Léa, tu sais, je t'aiderai si tu dois vraiment devenir sa curatrice, même si ça te fait trop peur, s'il faut, on mettra mon nom pour que je sois moi curateur officiel. Donc il m'a tout de suite soutenue à 1000% et ça m'a beaucoup rassurée. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait le premier pas là-dedans. D'accord. Et donc toi, à 20 ans, là, t'as une charge qui te tombe sur les épaules. Et comment s'est passé les prochains mois, les années d'après, quoi? Alors, ça a été un peu horrible. En fait, avant que ça nous tombe dessus, on avait prévu avec mon chéri de partir vivre un an en Angleterre. Passer un an à Londres, il avait déjà trouvé son travail. Et moi, je finissais mes études, j'avais mon BTS, et on s'était dit, bah, vu que moi je travaillais pas et que lui pouvait travailler un peu de partout, c'était bien de faire une année pour moi de un peu pause, savoir où est-ce que j'allais, dans quelle branche j'allais me diriger après. Donc on avait tout prévu pour aller à Londres. Et sauf que quand on nous annonce ça, on se dit, bah merde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part quand même? Est-ce qu'on reste en France si je dois m'occuper de mon père? Donc c'était un petit peu compliqué. Ma belle-mère a accepté de prendre la curatelle pendant l'année où on partait. Donc on a pu partir quand même à Londres. Et si je dis pas de bêtises, j'ai pu être diagnostiquée avant de partir. J'ai fait le test avant de partir, D'accord. mais j'ai eu les résultats que après. D'accord. Et en fait, moi, quand j'ai fait mon test, j'étais persuadée que j'étais positive. De toute façon, pour moi, c'était clair, j'étais malade aussi, comme mon père, j'allais finir comme lui.
J'avais plus d'espoir. Moi, mon rêve dans la vie, c'était d'être maman. C'était pas d'être avocate, médecin, danseuse étoile. Non, je voulais juste des enfants, avoir une famille heureuse. Donc, quand on m'a dit que je risquais d'être malade, pour moi, c'était la fin du monde. Je me suis dit, je serai jamais maman, j'aurai jamais d'enfants. Je veux absolument pas faire subir ça à mes enfants. Donc, je partais en Angleterre toute seule. Je quittais ma maman, de qui je suis très proche. Je quittais mes copines. J'avais plus de suivi, parce qu'à Marseille, là où j'habitais avant qu'on déménage à Londres, je voyais une psychologue, là où j'avais ma neurologue. Donc, j'avais plus ce rendez-vous psy, j'avais plus d'antidépresseurs. Je suis partie sans rien. Donc, c'était vraiment le pire truc à faire. Donc, j'ai fait une énorme dépression à Londres. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Pour moi, la vie, ça valait plus la peine d'être vécue. Enfin, c'était... Et j'avais pas encore les résultats. J'étais Bah oui. juste persuadée de savoir ce que j'aurais. Ouais. Mais voilà, j'avais pas encore les résultats. Mon chéri, ma mère, ma grand-mère, tout le monde me disait mais non, tu l'auras pas, ce sera négatif. On a de l'espoir, mais moi, j'en avais plus, quoi. Vraiment plus d'espoir. Donc, année très, très difficile. Et quand finalement j'ai eu les résultats, en fait, comme j'ai eu 1 an pour faire mon deuil de maternité, quand on m'a dit, finalement, vous êtes porteuse, j'étais là, ok. Je m'y attendais, donc... Je le savais, ouais. Voilà, c'est ça, je le savais. C'est bon, j'ai assez pleuré, ok. Enfin, ça m'a pas bouleversée tant que ça, parce que de toute façon, j'avais vécu 1 an horrible. Donc, l'annonce s'est passée tranquille, quoi. Hmm. Et alors, juste pour reprendre ça, c'était quand t'avais 20 ans. Ouais, T'as quel âge aujourd'hui? 27 ans. T'as 27 ans, d'accord. Et en effet, quand on t'apprend ça, de toute façon, tu ne peux que passer une mauvaise année, hein, voilà. Est-ce que avant que Huntington arrive dans ta vie, t'avais quand même de la dépression? Est-ce que t'avais déjà, avant ça, fait des tentatives de suicide? Enfin, Alors, j'avais pas fait de tentative de suicide, par contre, oui, je sais pas si je suis en dépression, mais en tout cas, oui, j'ai toujours eu une humeur plutôt triste. Depuis que je suis petite, je vois des pédopsies, psychiatres, psychologues, donc souvent je suis sous antidépresseurs et anxiolytiques, parce que je suis très très anxieuse, tout m'angoisse. Dès que je dois faire un nouveau truc, ça m'angoisse. Dès que je dois aller à un endroit toute seule, ça m'angoisse. Donc voilà, en fait, la vie est très compliquée pour moi déjà de base. Donc là, ça m'a pas aidé, on va dire que ouais, d'accord, c'est venu en c'est rajouter. fois 1000 là. Ouais. Ouais. D'accord, donc en fait, tu reviens de Londres, t'apprends ça, et donc là, tu sors du bureau à la Timone à Marseille, et qu'est-ce que tu fais? En fait, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je sais plus ce que je fais. Mais mon chéri, avant qu'on ait l'annonce des résultats, m'a demandé en fiançailles. Donc on s'est fiancés, genre 2-3 jours avant, avec nos 2 familles qui se sont rencontrées. Ça faisait même pas 1 an qu'on était ensemble, ou tout juste 1 an. Donc on se fiance, on est parti à l'église et tout. Et en fait, une fois qu'on nous a dit, voilà, vous avez la maladie, on s'est dit, ok, du coup, on veut pas d'enfants, naturellement, donc on va adopter. Moi, je voulais adopter depuis que j'étais petite, sans savoir pourquoi. Donc ça m'a pas paru insurmontable. Je me suis dit, ok, ça reste dans la logique de ce que je voulais. Et donc, on s'est dit, on va se marier, entre guillemets, le plus tôt possible, pour pouvoir adopter après rapidement, parce que c'était 5 ans de mariage minimum pour pouvoir adopter. Maintenant, c'est 1 an. Mais avant, c'était 5 ans. D'accord. Donc, en fait, on s'est concentré là-dessus, sur le mariage, essayer les robes, aller voir les traiteurs et tout. Donc, en fait, j'ai totalement mis de côté la maladie. Ce qui est un peu paradoxal, puisque je pleurais quand même beaucoup en me disant, j'aurais pas d'enfant. Quand je voyais une maman enceinte, c'était difficile. Mais j'étais à fond sur mon mariage, l'organisation du mariage. Donc, ça m'a fait un peu penser à autre chose. Mais à cette époque-là, tu ne savais pas que même en étant porteuse, tu pouvais quand même avoir des enfants? Alors si, parce que moi, vu que j'ai fait le test assez jeune, ils m'ont demandé pourquoi vous voulez savoir. Enfin, là, ça vous sert à rien. Et j'ai dit, si je suis en couple, on veut fonder une famille, donc j'ai besoin de savoir si je suis porteuse ou pas, pour savoir si je peux faire des enfants ou non. Et donc, on nous a tout présenté, la FIV, le dépistage prénatal, enfin tout. Et en fait,
je voulais pas passer par là. Je voulais pas. Le côté médical, ça m'a toujours fait un peu peur. Pourtant, je suis moi-même un. Ma mère a fait une FIV pour m'avoir, donc je sais très bien ce que c'est. En plus, ils ont fait une FIV alors qu'ils savaient pas que mon papa était malade. Je me dis, s'ils avaient su, je serais peut-être pas née. Mais voilà, non, la FIV, je voulais pas rentrer dans ce parcours-là. Je voulais pas avorter, donc pour moi, c'était hors de question de tomber enceinte, qu'on teste l'embryon et qu'on me dise ah il est porteur, il faut avorter maintenant. Non, je voulais pas ça. Ouais. Donc pour moi, la seule option envisageable, c'était d'adopter. Donc on est parti là-dessus en fait. On n'a pas cherché plus, on s'est dit ce sera ça. Et donc tu t'es mariée? Ouais, en 2019, on s'est mariés. Ok. Et finalement, on a eu un petit loulou en 2020. Donc on a changé tous nos projets. Donc t'as eu un enfant naturellement? Ouais. C'est ça? Finalement, après tout ce que j'avais dit. En fait, c'était très très dur. Moi, j'étais donc en 2019, je travaillais en école primaire. J'étais avec des petits CP toute la journée qui faisaient des bisous, des câlins. Donc c'était compliqué pour moi d'être avec des enfants tout le temps qui me disaient oh là là, tu seras une super maman, t'es trop belle, t'es trop gentille. Donc moi, j'allais chialer dans les toilettes. Dès que je voyais une maman, je pleurais. Je voyais un bébé, je pleurais. Enfin voilà, donc c'était horrible. Et j'ai vécu des mois encore très très douloureux. Mais en même temps, en travaillant dans ce domaine-là, tu t'es un peu... Oui. Je veux dire, fallait aller faire autre chose. Alors, bah oui, mais je savais pas, moi. Je savais pas que j'allais être confrontée à tout ça, à la maladie, le fait de pas pouvoir faire d'enfant. Enfin, voilà, c'était pas prévu. Donc ouais, vas-y, continue. Oui, donc un jour, en fait, la mère de mon mari me dit, mais Léa, si vous voulez adopter pour avoir un enfant le plus tôt possible et pouvoir en profiter au maximum avant que tu sois malade, t'as quand même minimum 5 ans de mariage plus 1 an pour avoir l'agrément et plus après, on ne sait pas combien d'années d'attente. Elle m'a dit au final, si ta logique c'est d'avoir un enfant, entre guillemets, rapidement pour pouvoir en profiter, vaut mieux que tu tombes enceinte maintenant et dans 9 mois, il est là, ton enfant. Du coup, j'ai dit, oui, c'est pas con, vu comme ça. Donc ça m'a un peu fait changer d'avis. Et surtout, en fait, mon mari m'a dit, mais moi, je crois en la science, regarde, il y a plein d'avancées. Je suis sûre que s'il n'y a pas de traitement pour toi, il y en aura pour nos enfants. C'est safe, quoi, on peut y aller. Donc petit à petit, sournoisement, ils m'ont convaincue de changer d'avis. Et en fait, j'étais tellement mal. En fait, c'est même pas que j'avais envie d'avoir un enfant, c'est que j'avais besoin d'avoir un enfant. Je savais pas que c'était possible de ressentir ce besoin-là, vital. J'ai pensé jour et nuit, quoi. Et ça me bouffait, donc j'ai dit, ok, allons-y. Et je suis tombée enceinte au bout d'1 semaine. Donc c'est que vraiment, il voulait être là. Et on n'a pas fait, en fait, on n'a rien fait. On n'a pas fait de dépistage. J'ai mené ma grossesse à terme et est-ce voilà. que, parce que la maladie de Huntington, je suppose, t'y penses tous les jours, encore plus peut-être à cette époque-là. Est-ce que tu étais confronté à d'autres malades dans ton entourage? Parce que finalement, à part ton père que tu ne voyais plus, c'est ça? T'avais pas de malade Huntington autour de toi? Non, il y avait que mon père. Alors en fait, après, une fois qu'on est rentré de Londres et qu'on s'est mariés, j'ai quand même fini par prendre la curatelle, parce que ma belle-mère voulait plus s'occuper de lui. Ouais. Ils se sont séparés, enfin voilà. Donc il s'est retrouvé tout seul. Et là, par contre, j'ai dû m'occuper de lui. Au début, il est resté à Marseille et nous, on est venus habiter à Poitiers. Je lui ai proposé, est-ce que tu veux venir avec nous? Je te trouve une maison de retraite ou un EHPAD vers chez nous. Et il a pas voulu parce qu'il avait quand même des amis à Marseille. Donc il a changé d'avis au bout de quelques années. Il m'a dit finalement, je voudrais venir. En fait, quand Louis est né, il m'a dit, j'ai envie de venir avec vous, voir mon petit-fils et tout ça. Donc on l'a fait déménager. Et là, on le voyait forcément plus que quand il était à Marseille. Je pense qu'on devait le voir 1 fois par mois. Je voulais pas le voir plus parce que c'était trop douloureux pour moi. En fait, moi, depuis que je me suis mariée, j'essaye de pas penser à la maladie. J'essayais en tout cas. Et quand je voyais mon père, forcément, j'étais confrontée à 1000% à ça. Ouais. Et je me voyais, en fait, je m'imaginais moi à son âge dans cet état-là, et ça me faisait peur, ça me faisait très peur, et je voulais surtout pas le voir. Voilà, j'étais, à part mon père, je voyais personne. Je voulais surtout pas voir d'autres personnes malades,
Je voulais pas lire quoi que ce soit sur la maladie. Je lisais 2 lignes, je pleurais. En fait, c'est juste mon mari qui faisait une veille technologique. Enfin, qui se mettait au courant, voilà, qui se tenait au courant des traitements et des avancées, mais moi, pas du tout. Mais tu vois, moi je te pose cette question parce que ça m'a fait beaucoup de bien euh, en rentrant dans l'association de voir plein de malades Huntington, plein d'autres personnes, parce que moi, même si dans ma famille j'avais d'autres malades que je voyais, etc., et que j'avais mon père dont je m'occupais, ben en fait, j'avais un tout petit angle de la maladie, et finalement, en voyant beaucoup d'autres malades, ça a permis de me rendre compte que oui, il y en a des plus jeunes, il y en a des avec qui la maladie va plus vite, mais il y en a aussi qui en fait étaient encore bien jusqu'à 70, 75 ans, etc. Donc je me disais bon, on sait pas comment la maladie évolue, mais voilà, ça me faisait du bien de savoir ça. Oui, bah Donc c'est vrai que depuis que je suis dans l'asso, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, je me dis pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, mais ouais, j'étais pas prête, je pense. Mais oui, oui, ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas qu'un seul cas de figure et que voilà, en fait, je me raccroche à ça. Je me dis peut-être que finalement, parce que moi, dans ma tête, à 35 ans, j'avais les symptômes et après, à 50 ans, j'étais morte, hein. oui. Mais là, je me dis non, ça va, en fait. Je pense que ça va le faire. Hmm. Oui, parce qu'avec Laura, on est dans un groupe de parole qui est animé par l'association Huntington France et on discute avec des personnes qui sont malades, qui ont 60 ans environ, et voilà, et qui, on va dire, qui en effet ont la maladie, mais qui vont encore relativement bien. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable de voir ça parce que quand ta vie déjà tu peux l'amener jusqu'à 60 ans, c'est déjà autre chose que 35 ans, tu vois. En Oui, termes c'est clair. d'espérance de Mm. vie, ça change ton mindset, tu vois, ta façon de Mm. voir la vie. Donc ton père, il a déménagé en effet Oui, à à Poitiers. Poitiers. Toi, tu le voyais une fois par mois. Mm. Et ton père est décédé, si Oui, c'est c'est ça. ça? Il y a 2 ans, il avait 67 ans quand il est décédé. D'accord. Donc Ok. bah là, gros choc pour moi, parce que quand même, je me suis dit merde, j'aurais dû aller le voir plus, j'aurais dû l'appeler plus. Mais bon, ce qui est fait est fait, mais c'est vrai que c'est compliqué Mhm. de s'occuper de quelqu'un qui est malade en sachant qu'on le sera aussi et d'aller le voir. Enfin voilà, j'aurais voulu faire plus, mais je pense qu'en fait, j'aurais pas pu. J'étais déjà assez mal quand j'y allais, donc Mhm. voilà. Euh, Toi, en termes justement de prise en charge, parce que tu as été la tutrice de ton père, est-ce que tu as trouvé ça lourd à prendre en charge? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait peur? Il y a des choses que tu redoutais et que finalement ça a été? Alors en fait, mon mari m'a beaucoup aidée parce que Mhm. ça m'angoissait. Déjà la paperasse, ça m'angoissait, mais encore plus pour mon père. Donc j'avoue que j'ai rien fait toute seule. En fait, mon papa, il était malade, mais il n'était pas super atteint. Quand je vois maintenant que je compare un petit peu aux autres malades, franchement, il parlait, il marchait encore. Ah Alors, oui, il marchait ok. pas 10 Mm. kilomètres, mais on faisait un petit tour du lac. Il parlait, même s'il devait chercher un petit peu ses mots et que c'était lent. On pouvait totalement tenir une conversation. Et je crois qu'il arrivait encore à s'habiller tout seul, même si c'était compliqué. Il arrivait en fait à faire quand même pas mal de choses tout seul. Donc il a juste eu une aide quand il était à Marseille et qu'il vivait dans son appartement pour le ménage, parce que ça par contre, sa Mhm. maison était insalubre, vraiment. Mhm. D'accord. On a dû la vendre, c'était n'importe quoi. Donc le ménage, les courses, parce qu'il pouvait pas porter des sacs de courses. Et je pense que, en fait, il était pas capable de faire ses courses. Moi, quand j'allais chez lui, il y avait des pâtes, du chocolat, des gâteaux, du saucisson et des cigarettes, quoi. C'est tout. Enfin, L'essentiel. l'essentiel. Il y avait rien d'autre. Donc il y a une dame qui venait lui faire les courses et qui lui faisait ses repas aussi. Donc ça, c'était Oui. cool. Et après, une fois qu'il a été donc à Marseille, on a vendu son appartement, on l'a mis en maison de retraite. Donc là, bah, il avait une aide tout le temps, mais on n'avait rien à gérer. On a juste mis en place les rendez-vous, mais en fait, on était aidés par l'établissement. Il y a un kiné qui allait là-bas.
D'accord. L'orthophoniste, je crois que il était emmené par un taxi ambulance qui était pris en charge. Donc en fait, on n'avait pas grand-chose à gérer. Et après, quand il était à Poitiers, c'était pareil. Il était dans un EHPAD. Donc il avait tout sur place, quoi. Mhm. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est bien de le dire parce que des fois ça peut faire peur à certaines personnes. Moi, c'est pareil, hein, j'étais le tuteur de mon père et honnêtement, ça m'a pas posé de problème. J'ai pas trouvé ça difficile ou autre. Donc ok. Euh, Aujourd'hui, ton fils, il a quel âge? Il a 4 ans. Il a 4 ans. Est-ce que tu peux nous parler de cette grossesse qui finalement tu t'étais préparé pour absolument pas la faire et puis finalement tu l'as faite? Ma grossesse, c'était compliqué. Déjà, on a déménagé quand j'étais enceinte, on a quitté Marseille pour aller sur Poitiers. Alors c'est moi qui ai voulu déménager, parce que je voulais pas d'enfants à Marseille, je voulais une maison, un jardin, de la verdure, pas les agressions des Marseillais. Mais j'avais quand même ma maman à Marseille, que j'aime de tout mon cœur, et je me suis dit, ça va être dur de quitter ma mère. Parce que ma mère, je vis plus avec elle depuis que j'ai 15 ans, mais je la voyais 3 fois par semaine. On s'appelait presque tous les jours, enfin voilà. Donc là, c'était quand même un gros changement pour moi. Et ça a été difficile de vivre ma grossesse, entre guillemets, toute seule. Alors, toute seule, loin de ma maman. Mais voilà, c'était un peu difficile. Et puis, j'avais beaucoup de douleurs, j'avais des contractions. Les 3 derniers mois, j'étais alitée, je pouvais plus rien faire. Donc, j'ai très mal vécu cette grossesse. Et j'avais peur, en fait, j'avais peur de pas aimer mon enfant, j'avais peur que lui ne m'aime pas, j'avais peur qu'il m'en veuille de l'avoir fait malgré la maladie. Donc oui, c'était très anxiogène. J'ai été suivie au CHU de Poitiers par une psychologue et une psychiatre qui étaient là pour les mamans, justement. Et en fait, après, une fois qu'il est arrivé, ça a été l'amour fou et une grosse délivrance. Et voilà, maintenant j'ai plus peur, je pense. J'ai l'impression que j'ai plus peur. J'ai peur d'autres choses, mais voilà, je sais qu'il m'aime, je l'aime. C'est un petit garçon super heureux. Il est génial, quoi. Est-ce que ton mari, lui, a lui des peurs pour le coup? Je pense un petit peu, parce que du coup, on voulait faire un deuxième enfant. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, pour Louis, on a pris le risque. Pour moi, ça me paraissait logique qu'on prenne le risque pour un deuxième. Je vois pas pourquoi le deuxième serait favorisé par rapport à Louis. Et en fait, mon mari m'a dit, écoute, si Louis est malade, toi tu seras malade, c'est sûr, et qu'on fait un deuxième qui est malade, honnêtement, je me vois pas m'occuper de 3 personnes malades, quoi. C'est beaucoup. Donc ça a été un petit peu un choc pour moi, parce que c'était un peu dans la période où j'étais pas encore dans l'assaut, je voyais personne, donc j'y pensais pas trop. Et là, le fait de me dire, ta maladie me fait peur, je veux pas avoir un deuxième enfant, j'étais là, waouh, ok. Donc j'ai encore beaucoup pleuré, décidément. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas adopter finalement? On l'a pas fait parce qu'on a eu Louis, mais on voulait le faire. Donc là, on a un premier rendez-vous bientôt, dans 20 jours, D'accord. avec la psychologue de l'adoption pour préparer un petit peu notre dossier et tout ça. D'accord, ok. Voilà, donc on en a parlé à Louis. Alors, évidemment, Louis n'est pas au courant que je vais être malade. Il était petit quand mon papa est décédé, il devait avoir 2 ans, donc il l'a vu, mais il s'en souvient plus. Et là, on lui a juste dit que on allait essayer d'adopter un enfant qui venait du ventre d'une autre maman, qui pouvait pas s'en occuper et tout ça, donc il a bien compris. Du coup, il est motivé à adopter un copain de l'école. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Faut demander à un copain de l'école. Hein. Ouais, mais on lui a dit, tu sais, il faut que ses parents ils puissent plus s'occuper de lui et tout. Il m'a dit, mais peut-être que si on les emmène dans la forêt et qu'ils se font manger par les loups, on pourra l'adopter après. Super. Oui, stratégie. Voilà. Donc là, on est dans ce projet-là. Et en fait, je me rends compte que depuis que je suis dans l'asso Huntington France, que je vois des gens, que je parle, voilà, pendant les groupes de parole et tout,
et que je m'investis un petit peu, en fait, je suis moins centrée sur moi. Du coup, ça va mieux. Je suis moins triste. Enfin, je vois moins le temps passer aussi. Parce que c'est ça qui est dur, c'est d'attendre. Attendre, il se passe rien. Tu te dis, bon, prochain rendez-vous à telle date, pour l'adoption par exemple. Mais ça passe très doucement. Alors que là, franchement, ça passe super vite. Ah bah ouais, non. C'est vrai que moi aussi, hein, depuis que je suis rentré dans l'association, c'est un truc où tu te dis, bah déjà, ce qui te rend le plus heureux, c'est d'aider les autres, tu vois, et c'est pas de te faire aider toi. Donc déjà, quand t'as compris ça, t'as compris beaucoup de choses. Ouais. Et en plus de ça, bah en fait, c'est très très bien de voir comment ça se passe chez les autres et d'emmagasiner un maximum d'expérience parce que pour le coup, tu peux vraiment vivre ta vie, même si t'es porteur et même si t'as des petits débuts de symptômes, etc. Enfin, tu vois, tu peux essayer de la pousser le plus loin possible, quoi. Totalement. Bah, moi, je me dis, j'ai un avantage par rapport aux autres. Je sais que je serai malade. Alors, je vais vivre à fond ma vie en me disant, bah, je peux pas repousser en fait. Je peux pas me dire, ah, j'aimerais bien voyager à tel endroit. Oui, ben, je le ferai plus tard. Non, en fait, plus tard, je serai peut-être malade, je serai peut-être morte. Donc, c'est maintenant. Là, on est parti à Bali 2 semaines en amoureux, c'était incroyable. J'ai envie d'y retourner avec Louis. Donc, je me dis, je travaille à fond, je fais de l'argent de côté parce que c'est pas le voyage le moins cher du monde, mais voilà. Et j'ai envie de voyager avec mon fils, de lui montrer des animaux, des cultures différentes de chez nous. Et c'est maintenant, quoi. Faut pas attendre. Quand on peut, bien sûr. Ouais. Et justement, on n'en a pas parlé. Toi, tu travailles. Ce que tu te cherchais quand t'avais 20 ans, tu te cherchais, tu savais pas trop quoi faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis photographe. Je prends en photo des nouveau-nés et des femmes enceintes. Donc, c'est vraiment le comble. Une obsession. Ouais, c'est ça, une obsession. Mais ça se passe bien. Et en fait, j'adore ce métier. J'adore être avec mes petits bébés tous les matins. Je vois des mamans qui ont des parcours des fois difficiles aussi. Et je pense que du coup, je suis peut-être plus à l'écoute que quelqu'un qui aurait pas traversé tout ça. Et souvent, mes clientes reviennent me voir pour le deuxième bébé et tout. Voilà. Sympa, Ouais. super. Finalement, c'est une boucle qui se boucle, quoi. Ouais. Dans ton quotidien, est-ce que tu penses à la maladie et t'es OK avec ça? Ou est-ce que tu préfères ne pas y penser? Maintenant, j'y pense, mais ça va. En fait, je pense que depuis moins d'1 an, ça va mieux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça va. En fait, ça a été dur quand on s'est dit, bon, bah, on fera pas de deuxième enfant. Et maintenant, j'accepte. En fait, je me dis, c'est peut-être pas plus mal de prendre le risque pour un deuxième, etc. Je regrette pas d'avoir pris le risque pour Louis. Mais voilà, je me dis, oui, c'est pas délirant de faire attention pour le deuxième. Enfin, de faire attention, de pas prendre de risques. Et je suis OK avec ça. Enfin, ça va. Je suis plus dans le déni, je pense. Est-ce que t'as peur qu'un jour Louis découvre que tu le savais, que t'avais la possibilité de faire autrement et que tu ne l'as pas fait? Alors oui, forcément un petit peu. Mais en fait, j'ai appelé la psy de l'asso pour ça. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Et elle m'a dit en fait elle a jamais eu ce cas de figure au téléphone. Enfin, les gens qui l'appellent, les enfants qui ont grandi, comme elle m'a dit, ce qu'ils reprochent à leurs parents, c'est de leur avoir caché la vérité, pas leur avoir parlé de la maladie et tout ça, d'avoir attendu vraiment le dernier moment pour leur dire. Ça oui. Mais personne lui a dit j'en veux à mes parents de m'avoir mis au monde. Enfin, elle m'a dit ça n'existe pas. Alors peut-être que ça existe, mais elle en a pas quoi. Donc je me raccroche à ça. Moi, je veux en parler à Louis, entre guillemets, le plus tôt possible. Là, dans 1 mois, on va faire la marche des vents nouveaux, je crois, pas loin de chez nous. Donc, on va marcher avec des gens de l'asso. Louis va venir avec nous. On verra s'il a des questions ou pas. Mais je me dis, s'il a des questions, je peux lui dire, bah, tu te souviens de Papy Raymond, il était malade. Là, c'est des gens qui sont malades comme lui. Sans parler de moi, sans parler de lui, mais déjà, je peux parler de son papy, parce qu'il se rappelle quand même qu'il avait un papy.
Après, il y a la course des héros au mois de mai, il viendra me voir aussi. Donc, je me dis, je le mets dans l'ambiance petit à Mhm. petit. Et voilà, sans rien lui cacher. Moi, j'ai pas envie que... À l'adolescence, je lui ai dit, salut, je suis malade, tu le seras aussi peut-être. Démerde-toi Mhm. avec ça. Enfin, non. Je veux l'accompagner, je veux que ça soit naturel pour lui. Ok, ma mère, elle sera malade. Enfin, c'est la vie, mais que ça l'angoisse pas, quoi. Et qu'est-ce que t'en penses quand les gens vont écouter, qu'en toute connaissance de cause, un enfant comme ça, enfin tu vois, cet impact-là que t'aurais pu éviter, est-ce que, en fait, comme ça, on pourrait se dire, bah elle est coupable, hein, tu vois, on va dire. Mais en fait, toi, tu le vois différemment, en fait. Et c'est pourquoi tu le vois différemment. Bah, en fait, c'est difficile à expliquer, mais comme je t'ai dit, c'était un besoin. J'avais besoin d'être Mhm. maman, ça me rongeait, ça me bouffait. Enfin, je pouvais pas vivre autrement. Donc, Ça t'a un peu sauvé de faire c'est un enfant. ça. Oui, oui, carrément. Ouais, ouais. Et je regrette pas du tout. Enfin, mon fils, c'est l'amour de ma vie. Je me vois pas vivre sans lui. Je Mhm. partage tout avec lui, même s'il est petit, il est super intelligent, il comprend tout. Enfin, c'est un amour, quoi. Je me dis, mais ma fille, elle serait trop triste s'il était pas là. Je serais où? Enfin, je ferais quoi? Mhm. Je sais pas si je ferais tout ça, en fait. Alors que là, bah, j'ai pas le choix. Je suis sa maman, il faut que je sois... Alors des fois, oui, il me voit pleurer, il me voit un peu en colère et tout ça, mais je lui explique toujours. Euh, Mais je me dis, moi, j'avais peur de mon père parce qu'il était très, très colérique. Et j'ai toujours Mhm. dit à ma mère que je l'aimais pas. Je veux pas que mon fils ne m'aime pas. Je veux pas que mon fils ait peur de moi. Donc, Mhm. je suis beaucoup moins colérique depuis qu'il est là. Avant, j'étais capable de péter des câbles, me barrer à pied, sans dire où j'allais, en cassant tout dans la maison. Je le fais plus. Enfin, je me dis, Mhm. je veux pas montrer ça à mon fils, quoi. C'est sûr. Donc, même si des fois il me fait péter des plombs, je me mets plus dans ces colères horribles. Je Mhm. ressens plus cette colère en moi, en tout cas. Je D'accord. sens que ça va mieux. Ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que bah, il y a la FIV qui existe, et donc privilégier quand même cette façon de faire un enfant peut éviter bien des problèmes à l'enfant plus tard. Voilà, Oui, oui, c'est sûr. même si pour toi, en tout cas aujourd'hui, c'est une réussite, etc. Et voilà, et on espère que ton fils ne sera absolument pas touché par la maladie. On va dire que tout l'amour que tu lui portes fait que ça aura éloigné la maladie. Il vaut mieux aux personnes qui nous écoutent leur dire que C'est pas bien. il vaut mieux se prémunir, on va dire, ou en tout cas se donner le maximum de chance, quoi. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et toi, depuis, on va dire que tu as été diagnostiqué à 20 ans, tu en as 27 aujourd'hui, donc en plus tu es devenue maman entre-temps. Est-ce que dans ton quotidien, tu fais des trucs, par exemple, je sais pas, au niveau de l'alimentation, au niveau du bien-être, etc., où tu te dis, bah, ça va m'aider, en tout cas, à repousser la maladie? Oui, alors j'essaye de faire du sport parce que je n'en faisais pas du tout. Mhm. Et quand je repense à mon papa qui était super maigre, qui avait pas de force du tout, je me dis je veux pas finir comme ça. Donc je fais du sport une fois par semaine. Je me dis qu'il faudrait que j'en fasse 2 fois par semaine, mais déjà c'est un bon début. Mhm. Voilà, je me dis il faut que je me maintienne en forme le plus possible pendant que je peux, parce qu'après je pourrai plus, enfin ça sera plus compliqué. Donc j'ai pris conscience de ça. Après pour l'alimentation, je fais pas des folies, enfin je pense que ça va. Mais je fais pas non plus super attention. En fait, Mhm. j'ai pas envie de vivre en pensant qu'à ça non plus. Je me dis, bon, si j'ai envie de manger un McDo, je mange un McDo. Voilà, j'ai pas envie de me dire, oh là là, tu vas être malade, ne mange pas de McDo. Enfin, c'est pas ça la vie non plus. Mhm. Mais par contre, oui, me dire, il faut que je sois plus musclée et tout ça, c'est sûr. Ouais. Après, je travaille moins aussi, parce qu'avant, je travaillais beaucoup. Là, j'ai quand même 2 jours off par semaine. Je travaille plus tous les week-ends. Je prends toutes mes vacances avec mon fils. Je Mhm. me dis déjà, il faut que je me repose. Et aussi, il faut que je profite de lui. Enfin, Oui. après, je pourrais plus profiter. Donc voilà.
Je profite plus de l'instant présent, on va dire. Très bien, c'est une belle leçon. Et justement, dans cette vision d'être malade un jour, au niveau de l'argent, est-ce que tu y penses? Est-ce que, je sais pas, ça te fait peur de manquer d'argent un jour, etc. Ça me fait pas peur parce que j'ai pris une assurance vie, déjà, et une complémentaire santé. Donc bon, déjà, si je décède, Louis aura de l'argent tous les mois jusqu'à ce qu'il arrête ses études, je crois. Donc, il va être bien. Et si je suis en incapacité de travailler, je crois que j'ai 2500 euros tous les mois. Mhm. Donc, D'accord. franchement, ça va, quoi. Mais non, en tout cas, c'est super d'avoir prévu ça, parce que enfin, moi, j'aide beaucoup dans l'association au niveau des dossiers administratifs, etc. Et c'est vrai que, et mon père, c'était exactement le cas, c'était quelqu'un qui savait que depuis toujours, il y avait la maladie dans la famille, et qui, pour le coup, n'avait rien prévu du tout. Et donc toi, t'es prévoyante. Qui t'a expliqué, qui t'a fait prendre conscience de ça? Mon mari. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, si tu peux plus travailler, alors, j'ai des problèmes de dos. Donc déjà, le dos me menace. Et quand on voulait faire un deuxième enfant, comme on savait que la première grossesse s'était quand même très mal passée, on s'est dit, si pour la deuxième, ça se passe aussi mal et que je suis alitée, bah, j'ai plus de salaire. Et comme je suis à mon compte, bah, j'ai rien, quoi. J'ai pas d'aide. Donc il m'a dit, il faut absolument que tu aies une complémentaire et tout ça, pour te couvrir si jamais t'as une grossesse compliquée, si jamais t'as trop mal au dos, que tu peux plus travailler. Et en fait, ça englobe aussi Huntington. Je suis couverte pour tout, quoi. D'accord. Non, mais écoute, super, c'est une super. Tu peux, pour donner un ordre d'idée, donc une complémentaire santé, c'est quelque chose en plus que tu payes tous les mois. Tu payes combien environ? J'ai peur de dire une bêtise, mais je dirais 60 euros. C'est pas très D'accord. cher, hein. Parce que je suis D'accord. jeune et que je suis en bonne santé. Oui, parce qu'en fait, dans les complémentaires santé, en fait, plus tu commences tôt à cotiser, moins tu payes cher. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'en a pas beaucoup parlé sur le podcast et qui est quand même, qui peut être intéressant. Et moi, je le vois dans les habitants des maisons coloa dont je m'occupe. La vie est différente entre ceux qui ont une belle complémentaire santé et ceux qui ont juste l'allocation adulte handicapé à 1000 euros par mois. Ils ont quand même une vie différente, hein. Bah oui, c'est Ouais, sûr. voilà, donc ok, super, bon conseil. En termes de hobby, d'envie dans ton quotidien, etc., bon, ça c'est drivé avec ton enfant, mais est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, bon, ça je le fais pour moi, je sais pas, est-ce que une fois par an tu pars en week-end toute seule, ou tu vois des choses comme ça? Non, 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 non. Moi, je suis trop anxieuse, je pars pas toute seule. Alors, je dis ça, mais je suis partie... bah, la semaine dernière, j'étais en formation pour la photo. Donc, je suis partie 4 jours loin de mon fils et mon mari. Waouh. Et j'ai roulé 6 heures de nuit et tout, mais c'était vraiment un truc de fou pour moi. L'aventure. C'est ça. Donc, maintenant, j'arrive plus à faire ce genre de choses. Alors qu'il y a un an, c'était impossible, hein. Là, je grandis. Léa, écoute, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu avais un dernier mot ou un conseil ou quelque chose que tu voulais dire à ceux qui nous écoutent? Bah, que la vie s'arrête pas là, quand on a le diagnostic, et que je pense qu'il faut profiter de nos proches, profiter de ceux qui sont là, et voilà, tant qu'on va bien, faire des choses pour bah, avoir une belle vie. Pas se dire... Enfin, je me dis, moi, j'ai envie de vivre et pas regretter après de rien avoir fait. Donc voilà, même si c'est dur, faut aller de l'avant. Et surtout, ne pas rester seul avec ça, en Ouais. fait. C'est un peu la bêtise que j'ai faite, de m'isoler. Et en fait, ça fait du bien d'être dans l'assaut, de voir du monde. C'est super important. Parce que toi, merci en tout cas pour
pour ce message. Et en fait, t'es rentré dans l'association assez récemment. Et aujourd'hui, t'es antenne dans le 86, donc Poitiers. C'est ça. Voilà. Et donc, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Léa si vous voulez boire un café, discuter, l'appeler, etc. Voilà, l'association Huntington a dans toute la France, dans chaque département, des antennes, des personnes comme Léa qui sont là pour vous, pour discuter ou pour vous donner des conseils ou autre. Donc voilà, on a tous quelqu'un qui habite à côté de chez nous et qui vit plus ou moins les mêmes choses que nous. Donc faut pas hésiter à aller vers eux. C'est voilà. Ça. Je suis là. Merci Léa, je te dis à bientôt, bonne continuation. Merci Thomas, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que c'est la meilleure manière d'être informé sur la recherche et la prise en charge de la maladie. Adhérez à l'association. Merci à tous et à bientôt.